Il est bientôt 16h50, c'est l'heure du grand dossier. Soyez les bienvenus en direct sur LCI. Deux images symbolisent ce soir un malaise qu'on a peut-être refusé de voir et qui est en train d'exploser. La première image, c'est la colère et le désarroi des salariés d'ArcelorMittal. Plusieurs centaines de personnes rassemblées ce matin à Dunkerque pour protester contre un plan de suppression de 600 postes. Et nous verrons qu'en France, le cas d'ArcelorMittal n'est pas isolé. Regardez, le risque d'une saignée industrielle est bien présent avec tous ces emplois supprimés ou menacés. La deuxième image qui en découle, c'est cette série de manifestations à travers le pays. Paris, Marseille ou encore Nantes ont défilé en ce 1er mai pour défendre l'emploi, les retraites et les salaires. Et pour cause, regardez cette courbe. Les salaires en vert n'ont pas encore rattrapé l'inflation en rouge et l'écart a tellement été abyssal qu'il n'est pas sûr que la perte de pouvoir d'achat puisse être compensée un jour. Nous poserons la question au chef d'entreprise Denis Oliven, auteur de La France doit travailler plus et les Français être mieux payés. Travail, salaire, la France en crise, c'est la question du grand dossier ce soir. Pour Marie-Lise Léon à la tête de la CFDT, il y a une crise du travail en France qu'il faut regarder en face. Écoutons ce que les salariés ont à dire de leur travail parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une crise du travail et il faut pouvoir apporter des solutions extrêmement concrètes. Il y a des enjeux autour du pouvoir d'achat, il y a des enjeux autour de l'emploi, mais le travail, ça reste le grand impensé du moment et il faut pouvoir le mettre sur la table et pouvoir en discuter. Allons plus loin ensemble dans ce grand dossier ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir Christian de Boissieu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président du Cercle des économistes, professeur émérite d'économie à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Frédéric Dabi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général opinion du groupe IFOP. Jean-Claude Mailly, bonsoir. Soyez également le bienvenu. Ancien secrétaire général de Force ouvrière. On a envie de vous entendre sur le coût du travail pour les salariés, notamment le coût du travail social. Alors on a appris que la France était sur le podium des dépressions liées au travail en Europe. Arlette Chabot, bonsoir. Bonsoir. Soyez également la bienvenue dans ce grand dossier. C'est l'un des symboles de cette France en crise, la suppression, je vous le disais, d'au moins 600 postes sur 7 sites du nord de la France, chez ArcelorMittal. Retrouvons tout de suite sur place Julie Calderon avec Vincent Wartner. Julie, le coup près est tombé à Dunkerque. Oui, ArcelorMittal l'a annoncé sur le site de Dunkerque, c'est quasiment la moitié des effectifs qui est menacée, des postes qui pourraient donc être supprimés. Et on a rencontré tout à l'heure dans le cortège de cette manifestation du 1er mai un représentant syndical qui nous expliquait qu'ici à Dunkerque, eh bien, c'est une famille sur 5 qui dépend d'ArcelorMittal, directement ou indirectement. C'est-à-dire qu'il y a des sous-traitants ou d'autres usines eh bien, dont l'activité dépend également d'ArcelorMittal. Et donc, ils redoutent forcément un effondrement industriel dans la région. Alors bien sûr ArcelorMittal de son côté se défend, explique qu'il y a actuellement en Europe une crise de l'acier. En 5 ans c'est 20% de demande en moins, mais du côté des salariés qu'on a rencontrés tout à l'heure, c'est l'inquiétude parce qu'ils nous disent tous les jours le chiffre augmente, change et donc ils redoutent forcément une seule chose, que cette annonce soit le début d'une longue liste. D'ailleurs on le sait, il n'y a pas que Dunkerque qui est menacé, 7 sites d'ArcelorMittal dans le nord de la France sont menacés. Merci beaucoup Julie Calderon avec Romain Lima. Christian de Boissieu, ArcelorMittal, est-ce que c'est l'un des symboles d'une France en crise ? C'est en tout cas un exemple, si je puis dire, important. Je veux dire, l'acier, puisqu'il est question d'acier à titre principal, et l'acier européen est quand même menacé, puis ce ne sont pas les droits de douane évoqués ou mis en place par M. Trump qui vont améliorer les choses. Donc il y a un certain nombre de filières aujourd'hui qui sont directement menacées par la concurrence européenne internationale, plus d'ailleurs européenne qu'européenne proprement dit. Je pense à l'automobile. Les deux sont liés d'ailleurs. Ah oui. Parce que pour faire des autos, que je sache, on a quand même aussi besoin d'acier et d'autres matières premières. Donc nous sommes dans un contexte où, si vous voulez, il y a eu déjà 2024, il y a eu beaucoup de défaillances
d'entreprises en France, en particulier dans le tissu des PME. Là, c'est pas une PME, ArcelorMittal, c'est une grande. Mais il faut parler de l'ensemble des entreprises. Beaucoup de défaillances en 2024. On y reviendra. On y reviendra. En 2025, ça continue. Il y a à la fois, pour simplifier peut-être trop, mais pour simplifier, il y a à la fois, au fond, les conséquences on lève le quoi qu'il en coûte qui avait permis, au moment du Covid, de sauver pas mal d'entreprises. Je pense là aux PME, entreprises de taille intermédiaire. Et puis, il y a les conséquences du ralentissement de la croissance. La croissance n'a pas été terrible en France l'année dernière, en 2024, tout juste supérieur à 1%. Et cette année, quand je regarde les chiffres annoncés il y a quelques jours pour la croissance en France du premier trimestre 2025, plus 0,1 par rapport au dernier trimestre 2024, on est clairement sur une pente d'une croissance qui sera peut-être à 0,5 ou 0,6 en moyenne pour l'ensemble de l'année. Et avec ça, on détruit des emplois, à la fois malheureusement partout, dans les grandes, dans les moyennes et dans les petites. Frédéric Dabi. Je dirais qu'il faut faire attention, dans le sens où la petite musique qu'on entend depuis plusieurs semaines, c'est une dégradation sur le front de l'emploi, c'est la multiplication des plans sociaux. L'opinion mémorise de manière assez timide ces plans sociaux parce que le mouvement de fond depuis, on va dire, 6-7 ans chez les Français, je dis le mot à dessein, c'est une évaporation de la préoccupation sur le chômage. 2018, dans l'enquête annuelle faite par l'IFOP et Fiducial pour Sud Radio, la lutte contre le chômage est la première des préoccupations des Français. Septembre 2024, janvier 2025, c'est la 12e. Ça risque de revenir dans la hiérarchie comme un cheval au galop. Mais pour l'instant, chez les Français, il y a cette idée qu'il y a du travail partout, l'idée qu'on peut traverser la rue en trouvant de l'emploi, l'idée qu'il y a des secteurs en tension, et l'injustice suprême, ce n'est pas être au chômage aujourd'hui, ici et maintenant, mais c'est avoir un travail qui paye mal. Donc on est dans cette logique-là. Bien sûr, avec ce qui se passe, et Arcelor, c'est pas n'importe quoi pour les Français. Ça réactive des vieux et des mauvais souvenirs. Campagne présidentielle de 2012. Le François Hollande, candidat, qui monte sur une estafette, je crois, Arlette, une camionnette. Oui, l'image, voilà. On l'a en tête. Et puis, le premier moment, avec Florange, le premier moment catastrophique du quinquennat après le choc fiscal, c'est le renoncement à une privatisation, les tensions Jean-Marc Ayrault, Arnaud Montebourg, et dans les enquêtes de popularité, un François Hollande qui perd toute la gauche non socialiste en termes de popularité. Donc pour l'instant, bien sûr, la France en crise, j'entends. Le ressenti des Français est un petit peu en décalé. Il y a un temps de digestion. Mais bien sûr, si ça continue comme ça, on va revenir au schéma classique que l'on a connu depuis les années 80, avec le chômage comme préoccupation majeure chez les Français. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Christian de Boissieu en parlait. L'autre secteur ravagé par la crise, puisqu'on parle d'ArcelorMittal, c'est l'automobile, avec une chute des ventes des constructeurs, Renault, Peugeot, Citroën, comme l'illustre cette séquence qui a été tournée par Alison Tassin. Regardez. 50 000, 150 000, voire 250 000 emplois supprimés, envisagés par les plus pessimistes. Si on ne se bat pas, on n'aura rien. L'automobile devrait être l'un des secteurs les plus touchés. 11% de ventes de voitures neuves en moins sur un an. Ce sont 248 postes qui devraient être supprimés chez cet équipementier en Alsace. On va être foutus à la porte comme des malpropres. Je ne peux pas imaginer aujourd'hui que Michelin nous jette comme ça. Qui va partir, qui va rester? Plus de 400 emplois en moins chez Valeo. Le groupe se sépare de 3 sites en France. Un emploi sur 2 serait aujourd'hui menacé dans la filière de l'équipement. Jean-Claude Mailly, quelles conséquences, quel bilan vous en tirez à ce stade ? Écoutez, on parlait d'Arcelor tout à l'heure, il y a plusieurs cas. Il y a des entreprises qui effectivement ont de réelles difficultés, peu importe les raisons, elles ont été mal gérées, mais il y a des difficultés sérieuses. Arcelor, c'est pas le cas. On a l'impression qu'ils font des licenciements par prévention d'une certaine manière. Les résultats du groupe au niveau international sont très bénéficiaires. Ils ont bénéficié de décisions prises au niveau européen, donc il faudra qu'ils rendent des comptes. S'ils respectent pas les engagements, il faut qu'ils remboursent d'une manière ou d'une autre. Il y a eu des aides du gouvernement français, tout ça. Donc on est dans des cas qui sont différents. Et les salariés d'Arcelor ont bien entendu raison de se battre contre cette situation. L'automobile, c'est autre chose encore. Même s'il y a un lien avec l'acierie, les aciers, c'est évident, mais l'automobile, c'est aussi en grande partie dû à la décision européenne 2035, fin du thermique.
C'est une date très rapprochée. Les entreprises n'ont pas le temps de s'adapter sérieusement. Ce sont pas les mêmes emplois, hein, ce sont pas les mêmes fabrications, etc. Et vous regardez aujourd'hui, les gens achètent moins de voitures neuves, achètent plus de voitures d'occasion. Pourquoi ? Parce que les voitures neuves sont très chères et que vous n'avez pas les moyens d'acheter une voiture neuve, plus les CFE, enfin tout ça. On n'a rien fait pour que ça se passe bien dans le domaine de l'automobile. Vous avez le textile aussi, qui est en crise. Là, c'est surtout dû aux importations venant notamment de Chine, des fast fashion, etc. Oui, donc, la concurrence étrangère terrible. Bon, attends, est-ce que la France est en crise pour autant ? Frédéric a raison. La préoccupation chômage, si ça continue, et ça va malheureusement continuer, même le ministre du Travail reconnaît qu'il y a une multiplication des plans sociaux. Donc la préoccupation va remonter chez les Français, c'est évident. Et puis, il faut prendre en considération ce qui risque d'arriver dans les semaines. Oui. Alors, ce qui risque d'arriver dans les semaines, c'est quand le gouvernement va faire des annonces sur les 40 milliards. Bon. Comme ils sont, selon moi, dans l'incapacité de réagir par des réformes structurelles qui seraient nécessaires, ils vont nous faire du rabot à tous les étages. Et s'ils font du rabot à tous les étages, ça va susciter des réactions ici ou là. Et là, ça peut être situation de crise. Et on verra à sondage à l'appui que les Français anticipent justement ces futures annonces. Arlette ? Oui, moi, effectivement, je prolongerai ce que disait mon voisin Frédéric. C'est très mauvais souvenir. Mittal, ArcelorMittal, Mittal, c'est des souvenirs de moments politiques très forts. On peut même rajouter que ça avait commencé en 2007 avec Nicolas Sarkozy. Donc depuis 2007, on parle régulièrement d'ArcelorMittal. Il y a des plans, effectivement, qui se multiplient, des annonces d'entreprises en difficulté. On a beaucoup parlé aussi de Vincorex, parce que c'est aussi un secteur très important, parce que là, on est effectivement dans la chimie. C'est trop tard, l'entreprise a été rachetée par son concurrent chinois. On voit qu'il n'y a pas que la France, parce qu'effectivement, le plan d'Arcelor vise au-delà, aussi au Luxembourg. En Italie, le gouvernement aussi prend des décisions, alors qu'effectivement, Mittal est en train de renoncer à une usine qu'il avait rachetée. Donc, je pense qu'à terme, il faut que le gouvernement bouge d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que, là aussi, comme disait Frédéric, c'était le succès d'Emmanuel Macron, l'entreprise. Voilà, on pouvait trouver qu'il faisait trop pour les entreprises, pour les entrepreneurs, mais en tout cas, le chômage avait baissé et c'était son savoir-faire reconnu. Aujourd'hui, on voit des groupes qui ferment, ou des entreprises qui sont rachetées et un gouvernement qui ne bouge pas. Alors, évidemment, on ne va pas dire qu'on va nationaliser toutes les entreprises qui sont en difficulté, comme le demandent ou les syndicats ou une partie de la gauche, mais ne pas bouger et avoir l'air de constater au fond que, oui, c'est la situation. L'acier est beaucoup trop cher en Europe et beaucoup moins cher et la concurrence chinoise est importante. Ce n'est pas suffisant. Donc il faut que le gouvernement bouge, d'autant qu'on voit bien que Arcelor demande à l'Union européenne d'activer son plan d'aide pour protéger contre la concurrence chinoise. Il dit, en gros, il y a une espèce de chantage. Si vous accélérez la mise en œuvre de votre plan, dit-il à la Commission européenne, alors nous, on pourra remettre de l'argent. Sous-entendu, à ce moment-là, on ne fermera pas. Donc tout ça crée quand même, je trouve, un climat très mauvais, politiquement, qu'on n'avait pas connu ou senti depuis très longtemps, et il faut agir. Alors, à ce stade, selon la CGT, il y a plus de 300 000 manifestants qui ont été recensés dans toute la France pour ces manifestations du 1er mai. Et on peut vous montrer quelques images du cortège où il y a eu quelques tensions. Ce sont des images en direct du cortège parisien. C'est ce que nous disaient nos envoyés spéciaux sur place il y a quelques instants. Des face-à-face entre certains manifestants en marge du cortège et des forces de l'ordre. On y reviendra évidemment si la situation continue de se tendre dans ce cortège parisien qui n'est pas encore terminé. 2025, est-ce que ce sera l'année des plans sociaux ? On craint, je vous le disais, une saignée industrielle en France. Michelin, Auchan, Casino, Cadiz, vous nous avez rejoints. Sommes-nous au début d'une série de plans sociaux ? La situation, elle est très inquiétante, ça c'est sûr. C'est d'autant plus inquiétant d'ailleurs que les secteurs sont très variés, on l'a dit. Ça peut passer de la banque, les assurances, la métallurgie, la chimie, etc. Et les exemples de ces derniers mois, les plus notables en tout cas, vous allez voir, sont très parlants. C'était donc il y a quasiment un an, jour pour jour, le 25 avril 2024, Nexity, 500 emplois supprimés. Casino ensuite, 5 septembre 2024, vous le voyez, entre 2400 et 3000 emplois supprimés. Ensuite, en novembre, le 5 novembre, c'est
c'est cette fois Michelin qui est concerné, 1254 emplois sur la sellette. Et puis Auchan suivra. Auchan, 2389 emplois supprimés. Et puis tout récemment, Arlette, vous l'évoquiez à l'instant, Vencorex, le 10 avril dernier, avec 400 emplois supprimés. Alors, il y a 2 exemples très parlants pour évoquer cette situation. D'abord, regardez cette courbe des défaillances d'entreprises françaises depuis 2000, qui montre très bien d'ailleurs, vous voyez les crises financières, 2008 évidemment, et puis cette période de Covid, et puis la période post-Covid, et surtout ce record absolu de 2024 avec quasiment 68 000, un record de 68 000 défaillances d'entreprises. Il y a aussi cette autre courbe de la DARES. La DARES, c'est la direction de l'animation et de la recherche, des études et des statistiques. Elle fait référence en la matière. Avec là, on voit très bien entre 2022 et 2024 l'évolution très claire des PSE, ce qu'on appelle donc les plans sauvegarde des entreprises. Merci beaucoup de l'emploi. En 2022, 324. En 2023, 401 officiellement. Et puis là, 565 officialisés en 2024. Donc, il y a une courbe qui est évidemment très, très, très claire. Oui, qui ne cesse de monter. Christian de Boissieu, est-ce que ce n'est que le début ? Écoutez, moi je crains, je distingue vraiment mes prévisions et mes préférences, parce que ce qui se prépare est quand même pas génial. Donc je le dis d'emblée, mais avec la croissance qui se prépare pour 2025, je crains qu'il y ait à nouveau des destructions d'emplois qui continuent. Alors, le débat, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous l'avez dit les uns les autres, à quel niveau ? Du côté français, Jean-Claude a pointé le fait qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre du côté du budget de l'État, que je sache. Bon, alors, il y a peut-être des marges de manœuvre du côté de certaines entreprises. On y viendra tout à l'heure, j'imagine, quand on parlera des salaires dans certains secteurs, sans doute. Et puis, on se tourne vers le niveau européen. Moi, ce qui me frappe, c'est que nous vivons un contraste entre septembre dernier, où le rapport Draghi vous dit, voilà, l'Europe va pas bien, mais voilà ce qu'il faut faire pour essayer de réduire notre écart de croissance, de productivité, de performance par rapport aux États-Unis. Le rapport Draghi, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois autour de cette table, on l'a mis dans un tiroir, on n'en a rien fait. Nous sommes en mai. Et le rapport Draghi date de septembre dernier. Alors, il y a des choses plus importantes, sans doute plus urgentes, qui sont tombées. Je pense que l'Europe, il faut des initiatives au niveau européen. Il y en a eu une au moment du Covid, avec l'emprunt mutualisé de 750 milliards d'euros, qui n'a d'ailleurs pas été totalement utilisé. Aujourd'hui, il y a un débat au niveau européen. Je pense que le nouveau chancelier allemand qui arrive est assez prêt pour lancer des initiatives européennes, en tout cas au moins franco-allemandes et au-delà du franco-allemand, parce que je répète, au niveau national... Bon, un mot, la Banque Centrale Européenne fait ce qu'elle peut, c'est la seule qui donne un peu de grain à moudre à travers... Elle a baissé ses taux d'intérêt à plusieurs reprises récemment, alors que du côté américain, la Réserve fédérale ne bouge pas, ce qui provoque l'ire de M. Trump, comme vous le savez. Donc, il faut voir où sont les marges de manœuvre et ce qu'on peut faire, parce que moi, en tant qu'économiste, je ne suis pas intéressé par les situations de verre à moitié vide. Ce qui m'intéresse, c'est la situation compliquée. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? Ça qui me paraît important. Eh bien, justement, écoutez la réponse du député François Ruffin. Il faut une intervention contre les licenciements, il faut une intervention pour entrer au capital et peser sur les décisions, et il faut une intervention pour construire des protections, parce que si on laisse nos frontières ouvertes aux importations chinoises, indiennes ou brésiliennes en matière d'acier, mais en matière de chimie, mais en matière d'automobile comme du reste, l'industrie dans notre pays, elle est cuite. C'est la solution, Jean-Claude Mailly. Il y a plusieurs choses dans ce qu'il dit. Que l'Europe ne se laisse pas faire au niveau du commerce mondial, compris vis-à-vis de la Chine et tout. Oui, bien entendu, mais ça, c'est un problème européen. Ça a commencé à avancer. On va voir après comment ça se passe avec les États-Unis, parce que la situation aux États-Unis pèse aussi sur les entreprises françaises aujourd'hui. Vous avez des entreprises qui attendent pour investir, puisqu'elles ne savent pas ce qui va se passer dans 15 jours ou dans 3 semaines. Donc ça, c'est un premier. Alors après, est-ce qu'il faut que l'État intervienne dans l'entreprise ? Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Pourquoi l'État a à intervenir chez Arcelor, avec l'accord d'Arcelor. Arcelor va être d'accord pour que l'État intervienne, ou alors ça devient quelque chose d'hostile. Bon, donc on est sur autre chose. C'est tout à fait différent. Rappelez-vous, quand Peugeot, il y a quelques années, avait eu des difficultés sérieuses, l'État est intervenu dans le capital de Peugeot, a aidé Peugeot à s'en sortir et après a revendu les actions. Ça a fonctionné parce que l'entreprise était d'accord. On est dans un autre cas de figure. Moi, j'exclus pas par principe les nationalisations. Puis j'ajouterai un dernier élément. Mon âge me fait que j'ai connu les nationalisations des débuts des années 80. Et je ne peux pas dire
que l'État soit le meilleur gestionnaire des entreprises obligatoirement. On se souvient tous. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça dans un pays avec une telle dette. Voilà, donc soyons prudents, c'est pas forcément la solution. Par contre, il y a des... Les marges de manœuvre... Les marges de manœuvre existent, il y en a toujours. Mais du côté des finances publiques, elles sont pas terribles. Alors, aujourd'hui, oui, mais on peut travailler sur des choses aussi qui ne coûtent pas. Enfin, si vous prenez, je sais pas, prenez l'hôpital, où tout le monde dit qu'il y a des problèmes à l'hôpital, ça n'est pas qu'un problème d'argent, l'hôpital. C'est aussi un problème d'organisation, bien par sûr. exemple. Frédéric Dabi. Oui, il y a quand même deux choses sur le ressenti de l'opinion publique sur la situation à venir. Je ne vais pas parler d'une catégorie particulière, c'est les patrons de TPE. Les TPE, c'est 94% du tissu français. Très petites entreprises. 0 à 19 salariés. Et quand on interroge dans le baromètre fiducial les patrons de TPE, ils répondent moins comme des patrons que comme des citoyens qui sont dans le tissu économique français. Et là, l'inquiétude est extrêmement forte. Les intentions d'embaucher n'ont jamais été aussi faibles et ce baromètre existe depuis 25 ans. Et autour d'eux, ils évoquent les cas de défaillance d'entreprise. Et par rapport à ce qu'a dit Arlette Chabot, le gouvernement pourrait jouer un rôle volontariste, montrer qu'il prend à cœur et à corps le problème. Mais on est dans un moment très particulier depuis plusieurs mois, d'éclipse du politique. Les Français ont le sentiment qu'il ne se passe plus rien à l'échelle du gouvernement, et les mauvais sondages sur la popularité de François Bayrou, ce sont que des sondages, on a connu des premiers ministres impopulaires, mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que la grille de lecture des Français, c'est « il ne fait rien ». C'est l'inaction. Il est là pour durer plus que pour endurer, et c'est vrai que on n'est pas dans la période 97-2002, on n'est pas dans une période cherche un gouvernement de droite qui a essayé 86-88, où on a eu le sentiment, à tort ou à raison, on pouvait critiquer les choix, qu'il y avait une prise de conscience des pouvoirs publics. Arlette. Oui, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Il n'y a rien de pire qu'un gouvernement qui s'affirme volontariste et qui ne bouge pas. Donc vous ne pouvez pas à la fois, et c'est sans doute ce qu'on peut reprocher au Premier ministre, faire une grande conférence de presse pour dire à quel point, sur le plan budgétaire, la situation est difficile, qu'on est au pied de 50 sommets de l'Himalaya, et en même temps ne pas bouger. Encore une fois, sur des secteurs qui sont stratégiques. On revient sur Vancorex, ça n'est pas rien, on parle de l'acier. Il y a des situations, effectivement, où l'État doit absolument intervenir, pas nationaliser forcément. Certains disent, effectivement, de prendre mise sous tutelle. C'est ce que fait l'Italie sur une usine Mittal. On voit ce que ça donne. Mais en tout cas, intervenir, qu'il n'y ait pas une espèce de résignation. Le marché est celui-là. L'acier sera fabriqué demain, oui, en Inde, au Brésil et en Chine. Et puis c'est tout, on ne peut rien. Donc il y a nécessité d'agir. Christian de Boissieu, je voudrais qu'on regarde ensemble la carte des emplois qui ont été supprimés et menacés, qui sont toujours menacés en 2025. Regardez, donc c'est représenté avec des bulles jaunes. On voit 647 dans le nord de la France. On voit aussi que dans l'ouest et dans l'extrême est du pays, évidemment, il y a aussi des problèmes. Moi, j'ai envie de vous demander, avant qu'on parle des perspectives, comment on en est arrivé là ? Écoutez, il y a un manque d'anticipation. Il y a quand même des choses aussi compliquées à prévoir. Très franchement, Jean-Claude l'a dit tout à l'heure, Trump, ça a l'air très loin de nous, mais c'est très près, en fait. Je veux dire, le contexte est quand même pas terrible. En ce moment, il y a une incertitude totale. L'investissement, je regarde les chiffres de la croissance au premier trimestre 2025, du côté de la France, l'investissement est à l'arrêt. Et les Français... Donc nous faisons partie les uns les autres. Les Français, ils épargnent plus qu'ils consomment. Donc ça, je veux dire, il y a, la demande se dérobe un peu, excusez-moi de le dire. Il n'y a pas que des problèmes du côté de la restructuration de l'offre, il y a aussi des questions du côté de la demande. Alors, il y a une dimension territoriale. Sur votre carte, là, tout à l'heure, on a l'impression que... on peut revoir la carte. Oui, le territoire joue un rôle non négligeable, parce que même si ça concerne la France dans son ensemble, il y a quand même 2 ou 3 régions qui sont spécialement touchées, compte tenu de leur activité industrielle, plus touchée que d'autres. La Bretagne, je dirais la région lyonnaise, le sud-est également, bon, un peu l'est, etc. Il y a une dimension territoriale qui fait que la question du territoire, de la politique d'aménagement du territoire et la question du local me paraît importante par rapport à tous ces sujets, y compris par rapport à la réaction de l'opinion publique. Et le local, vous avez raison, dans moins de 10 mois, il y a des élections municipales. Aujourd'hui, on
vient de publier une grande enquête avec l'Inspiration politique sur les déterminants du vote. La dimension de l'emploi et du développement économique, c'est la même chose que le national, et extrêmement loin dans les déterminants du vote. On est sur la sécurité, on est sur la lutte contre le trafic de drogue, on est sur la santé, qui est une question absolument centrale. Vous parlez, Jean-Claude, de l'hôpital tout à l'heure. Là aussi, dans des territoires, je vois cette concentration en Bretagne que je trouve un petit peu étonnante et frappante. Est-ce que c'est pas aussi des choses qui peuvent être compliquées pour des maires sortants s'il y a le sentiment que le territoire économiquement vit mal, la question du déclin du territoire, la question de la projection du territoire dans l'avenir compte, ou plutôt est liée au service public, à la présence de l'État, mais liée aussi au développement économique. Ce n'était plus un sujet, ou en tout cas de moins en moins, ça peut le redevenir d'ici mars 2026. Jean-Claude Mailly. Oui, la question du territoire est essentielle. En plus, vous avez, dans les secteurs, prenez une banque comme CCF aujourd'hui, ils ont 1300 licenciements. Ils ont un PSE important, on se demande d'ailleurs pourquoi, enfin peu importe. Donc il y a différents secteurs d'activité qui sont concernés. Moi je pense aussi qu'il y a... notre pays, je crois que j'ai déjà dit sur ce plateau, a besoin de réformes structurelles, ce qui est vrai. Sauf que les réformes structurelles, c'est pas toujours celles dont on parle. C'est une question de l'organisation globale de l'État, comment le service public doit bien fonctionner, comment doit être financée la protection sociale collective, voilà. Quelles réformes fiscales faut-il faire? Et ce sont des réformes qui sont nécessaires, qui doivent être discutées et qui demandent du temps. Or, aujourd'hui, ils n'ont pas le temps. Et les politiques sont dans le court terme. Ils ont le nez dans le guidon sur... Aujourd'hui, c'est quoi pour les politiques? Quel que soit le parti, c'est les élections municipales d'abord et la présidentielle derrière. Voilà. Après, ils ne voient plus clair. Ils ne savent plus. Ils ne veulent pas s'en occuper. Donc, ces réformes structurelles qui traînent depuis des années dans les tiroirs, on ne les fait pas. Et on arrive à des solutions de laquelle on la situation aujourd'hui. Dernier point. On est aussi à la fin d'un cycle, nonobstant ce qui se passe aux États-Unis pour moi. C'est le cycle des années 80 avec un libéralisme économique exacerbé. Je ne dis pas que je suis contre le libéralisme, mais exacerbé. En fait, on a privilégié la consommation à bas coût. On a dit, écoutez, on ne va plus fabriquer ça en France, ou en Allemagne, c'est pas la peine, on va aller faire ça en Asie du Sud-Est, c'est moins cher, et vous aurez des produits moins chers. Et là, on a généré une désindustrialisation importante dans notre pays, dont on se mord les doigts aujourd'hui. On poursuit ce débat à l'aune de ces manifestations qui se poursuivent. 300 000 manifestants à travers la France, nous dit la CGT. Et à Paris, des tensions avec ce face-à-face entre les forces de l'ordre et certains manifestants en marge des cortèges, parce que ce rassemblement se déroule globalement dans le calme, avec des mots d'ordre, le travail, les salaires, les retraites. Mais on a quelques tensions et une image aussi qui a marqué, celle du député de gauche, Jérôme Guedj, qui a été pris à partie et exfiltré un temps de ces manifestations. On voit que des projectiles ont été lancés. Emma Barrier, vous êtes dans ce cortège. Racontez-nous. Qui détournent et dénaturent. Oui, mais c'était 45 minutes seulement après le début de la manifestation. Alors nous, on était en tête de cortège au niveau du Parti Socialiste. Alors pour vous donner un peu de contexte, ils étaient au tout début sur le côté gauche et ils étaient très repérables. Ils étaient des dizaines à tenir des drapeaux, vous les connaissez, les drapeaux roses du Parti Socialiste avec écrit PS en gros. Et donc la foule qui a commencé à s'en prendre verbalement aux élus, puisqu'il y avait notamment Emmanuel Grégoire et Jérôme Guedj. On a entendu quelques insultes, donc par exemple social traître ou encore collabo, cassez-vous d'ici. Et puis ça a commencé à être encore plus violent lorsqu'un groupe de Black Bloc s'est infiltré dans la foule pour cette fois s'en prendre physiquement au service d'ordre du Parti Socialiste. La scène est devenue tellement violente que Jérôme Guedj et Emmanuel Grégoire ont dû commencer à partir, à être exfiltrés. À ce moment-là, on était plusieurs journalistes autour d'eux à essayer d'avoir une réaction et on a reçu à ce moment-là à nos pieds des tirs d'explosifs qui semblaient viser Jérôme Guedj. Donc aucune confirmation évidemment, mais 2 fois d'affilée. Et puis quelques minutes après, on a réussi à avoir une réaction de Jérôme Guedj qui évidemment a dénoncé ces attaques, ainsi que le Parti Socialiste un peu plus tard, qui a parlé d'énergumènes, je cite, qui voulait la castagne. Voilà. Et pour terminer la scène, on a pu voir des dizaines de forces de l'ordre arriver quelques minutes après le tir de ces mortiers pour interpeller quelques personnes. Merci beaucoup Emma Barguet avec Alexis Tessier en direct du cortège parisien. Ces images, elles suscitent un malaise. C'est la 2e fois en quelques jours, Arlette, que ce député est pris à partie alors qu'il vient manifester comme d'autres Français.
Non, mais c'est pas un malaise, c'est un pur scandale. Il y a au bout d'un moment, ça suffit. Enfin, franchement, Jérôme Guedj, je ne sais pas s'il a été insulté, mais dimanche dernier, il a participé à un rassemblement à la mémoire et en soutien à tous les musulmans qui avaient été très touchés, évidemment, par l'assassinat d'un des leurs en prière le vendredi précédent. Et c'est pareil, il a été traité de sioniste et expulsé de la manifestation. Donc il avait dit ce matin qu'il serait présent aujourd'hui. Il n'y a aucune raison qu'il se cache ou qu'il aille ailleurs. Bon, voilà, il est devenu une cible visée par la France insoumise, il faut dire les choses. Et sans doute qu'il y a toujours quelques agités qui décident de s'attaquer à lui et l'obliger à sortir d'une manifestation. Donc ça devient vraiment insupportable, encore une fois. Il a été exfiltré, mais après, il a continué à manifester comme réponse à ceux qui voulaient l'empêcher d'être là. On n'empêchera jamais d'être là. Il répète bien pour défendre des causes qu'il pense être justes, quelles que soient les conséquences et quelles que soient les insultes qu'il reçoit. Donc, à cet égard, il faut saluer effectivement son courage et la dignité. Oui, il est une cible pour la France insoumise. Il y a eu un texte de Jean-Luc Mélenchon extrêmement ambigu à son égard, en parlant de l'Est de ses adhésions, faisant clairement référence à ses origines religieuses. C'est vrai que Jérôme Guedj a été élu contre une candidate dissidente du Nouveau Front populaire, et il apparaît comme une cible, effectivement, comme un bouc émissaire. D'un côté, on voit une gauche qui essaye de s'unir, on a vu les images de Dunkerque ce matin. De l'autre, on est quand même frappé du silence de la gauche non LFI quand toute une série de manifestants, alors c'était peut-être des Black Blocs, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais s'en prennent presque physiquement un député de la République, et la seule réaction que je vois, c'est celle de Bruno Retailleau, pour l'instant. Oui, allez-y, Christian Dossier, je vois réagir spontanément. Climat détestable, et c'est pas ça qui va arranger ni la politique, ni l'économie, ni le social. Ça montre la fraternité au sein de la gauche aujourd'hui, d'une manière générale quand même. C'est inadmissible ce qui vient de se passer avec Jérôme Guedj, mais rappelez-vous, pendant les européennes, c'était Glucksmann qui s'était fait aussi le 1er mai à Saint-Étienne. Saint-Étienne, voilà. Donc ce sont des comportements inacceptables, c'est évident. Mais moi j'écoutais tout à l'heure le discours sur votre antenne de Jean-Luc Mélenchon, le premier qui a essayé de récupérer le 1er mai, c'est quand même ça ce qu'il a essayé. Il a parlé d'antiracisme, très bien. Il a parlé d'islamophobie, on peut discuter du terme, parce que l'islamophobie, c'est la haine de l'islam. On mélange les choses. Il n'a jamais parlé d'antisémitisme. Non. Donc ça, c'est révélateur aussi. Donc, faut faire attention, on joue avec le feu. Et moi, je rappelle que la laïcité, c'est aussi la tolérance, et de telles images sont intolérantes. Moi, je trouve ça intéressant, Arlette, de rebondir sur ce que vient de dire Claude Mailly, qui dit ça illustre aussi la solidarité, entre guillemets, à gauche, quand on voit, pour l'instant, le peu de réactions après ces attaques contre Jérôme Guedj. Oui, on attend effectivement des réactions. Peut-être que d'autres qui manifestaient dans d'autres villes de France ne sont pas au courant, mais ce serait utile que les responsables d'autres partis de gauche, on pense par exemple au Vert, puissent condamner effectivement ces attitudes qui sont... Parce que c'est fréquent, encore une fois. Alors on peut toujours dire il y a un phénomène d'imitation. L'imbécilité, c'est pas forcément ce qu'on a envie ou ce qu'il faudrait reproduire. Mais là, ça devient vraiment très compliqué et ça marque des fractures qui deviennent de plus en plus profondes au sein de la gauche. Et Jean-Claude Mailly a parfaitement raison de souligner que dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, il y avait effectivement condamnation de l'islamophobie, du racisme, mais pas le mot antisémitisme. Et ce qui est vraiment très gênant. Frédéric Dabi, il y a un sondage qui est paru il y a quelque temps, un sondage qui peut faire rêver la gauche parce qu'il montre qu'au premier tour, une gauche rassemblée serait autour de 28%. Oui. Mais quand on voit les fractures profondes de ces gauches irréconciliables, on se dit mais c'est impossible, c'est un mirage. D'une part, vous me permettrez de délégitimer ce sondage pour une intention de vote présidentielle, ne pas présenter des candidats mais des étiquettes partisanes. Je trouve ça extrêmement étrange, pour ne pas dire ridicule. D'autre part, 28%, est-ce que ça vous paraît beaucoup quand on regarde les totaux historiques de la gauche à l'élection présidentielle? En 2012, l'addition des votes Hollande, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon faisait 42-43%. Peut-être que la crise de la gauche à l'échelle nationale, c'est-à-dire que depuis 2017, à toutes les élections, y compris les législatives de 2024, le total gauche ne dépasse jamais 28-30%, très loin des totaux historiques sous Mitterrand, sous François Hollande. C'est le fait qu'il y a une vraie déconnexion entre
un peuple de gauche qui n'attend pas ce type de polémique, qui attend des critiques sur le pouvoir actuel, qui attend une offre programmatique alternative et non pas ces querelles de gauche irréconciliables et cette hystérisation provoquée, il faut le dire, quasi essentiellement par Jean-Luc Mélenchon. Si vous nous rejoignez dans le grand dossier en direct sur LCI consacré à la France en crise, travail-salaire, nous sommes également en direct de Paris où les manifestations se poursuivent globalement dans le calme pour défendre les retraites, le travail, les salaires. Mais dans ce cortège parisien, des premières tensions sont apparues et il y a un face-à-face en ce moment entre les forces de l'ordre et quelques manifestants comme on pouvait s'y attendre le 1er mai, malheureusement. C'est depuis le 1er mai 2016, je pense qu'on contrôle Jean-Claude avec la loi travail qu'il n'y a plus de 1er mai comme on l'a tous connu et tous aimé, des 1er mai sereins, des 1er mai où on défilait en famille. C'est peut-être le cas dans quelques coins de France, mais c'est vrai qu'il y a une tension à chaque 1er mai depuis mai 2016. C'était le moment de travail où, rappelez-vous, une voiture de police avait été quasiment incendiée avec un policier très, très courageux qui était sorti et qui avait réussi à désarmer la personne. C'est ça aussi, la conflictualité, la tension dans le pays, c'est que le débat est quasiment impossible et qu'on est sur une délégitimation de l'adversaire, non pas sur ce qu'il dit, mais ce qu'il est. Pourquoi un tel tournant ? C'est ce qu'on appelle les Black Blocs, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, c'est une population... il y a eu certains qui ont été interviewés au fil des mois, etc. Vous trouvez tout là-dedans. Vous trouvez des cadres, vous trouvez des profs, vous trouvez des gens de famille bourgeoise, etc., qui veulent casser. Voilà, faut casser pour... c'est une solution. Ça décrédibilise... Ça décale les jeunes à chaque fois parce que ça décrédibilise un peu les manifs, etc. Moi, je me souviens très bien en 2016 tous les problèmes qu'on a eu avec eux, avec parfois certaines organisations syndicales un peu permissives à leur égard d'ailleurs, qui les laissaient rentrer dans les cortèges. Non, mais c'est toujours en général devant les manifestations. Retailleau a dit qu'il serait, je ne sais plus quel terme il a employé, qu'il serait très dur, etc. Bon, on va voir parce que c'est à chaque manif importante, relativement importante, il y a ce problème. Oui, mais ce sont vraiment ce qu'on appelle les Black Blocs, c'est vraiment aux ultra-gauche, on appelle ça comme on veut, d'une manière ou d'une autre, mais c'est pas des gens qui se situent dans un registre démocratique, même si demain ils seront au boulot dans leur banque ou ailleurs. Mais ce qui me frappe, c'est que ça intervient chez nous, mais pas qu'en France. Ça prend d'autres formes, où les défenses voisines, en Allemagne, en Italie, on est quand même dans un contexte où il y a un problème de perte des repères, de délégitimation de la représentation, du pouvoir politique, et donc on disait si ça se passe pas au Parlement, il faut que ça se passe dans la rue, mais ça se passe. Ça veut dire ça se passe. Est-ce que les choses avancent ? J'ai l'impression qu'elles reculent, moi, en ce moment. Qu'est-ce que ça dit de la France, Frédéric Dabi ? La France de 2025. Non, mais ça montre. Alors, moi, j'ai envie de mettre ça à distance. Dans mon dernier ouvrage, Parlons-nous tous la même langue, on essaie de montrer avec Brice Sokol que sur beaucoup de sujets, le clivage gauche-droite s'est effondré et que les Français font des constats communs sur toute une série de sujets, y compris l'économie, y compris le rôle de l'État, y compris des questions comme l'insécurité, comme l'immigration, comme les services publics. Mais le problème, c'est qu'à l'échelle nationale, ça ne suit pas. Il y a le sentiment d'une classe politique qui n'écoute pas. Bien sûr, il y a une crise du résultat, le politique ne change plus la vie, mais une crise également de l'écoute et de l'incapacité à prendre en charge des attentes. Et puis, je le disais, du côté des oppositions, la France insoumise, par exemple, à gauche, c'est le sentiment qu'on hystérise le débat, on est dans le bruit, la fureur, le tumulte, le fracas, et on n'est pas là pour relayer des attentes citoyennes, pour construire quelque chose et créer les conditions d'une alternance en 2027, que ce soit à gauche ou à droite. La crise du politique, pour moi, elle est même plus importante et plus grave que la crise sociale qui n'est pas encore ressenti fortement par les Français, malgré tout ce qu'on vient de se dire avec Christian, à savoir la multiplication des plans sociaux. Mais ça va venir, malheureusement. Je crois quand même que l'inflation a fait beaucoup plus de mal qu'on le dit. Bien sûr. Beaucoup plus de mal, y compris du point de vue économique, social, du ressenti. C'est-à-dire que les gens ont eu le sentiment que ça tombait comme ça du ciel, qu'il y avait une sorte d'impuissance du politique par rapport à ce phénomène de 2022-2023. Et même si l'inflation est retombée, on en reparlera, j'imagine, tout à l'heure, il y a la mémoire
milliards qui continuent à fonctionner. Et les problèmes de pouvoir d'achat qui créent une certaine convergence par-delà les différences politiques entre les uns et les autres. Un débat hystérisé, et je vous le rappelle, cette séquence du député Jérôme Guedj qui a été pris à partie dans cette manifestation et qui a réagi. Tous ceux qui utilisent la violence comme ceux qui la banalisent sont les ennemis du 1er mai et également de la République. Nous ne céderons jamais dans ce cortège qui est à Paris, parce qu'à travers la France, il y a eu 300 000 manifestants selon la CGT. On va retrouver Brandon Warret. Brandon, on a vu des premières tensions dans le cortège parisien. Oui, effectivement. Bonjour Marie-Aline. Alors ça reste quand même des tensions assez disparates. Là, nous sommes à 600 mètres, pour être exact, donc de cette place de la Nation sur ce boulevard Denis Diderot. On voit effectivement des tensions. Regardez sur ces images de Guillaume Colleoni, cet abribus qui a été cassé. On en a vu plusieurs tout au long de ce parcours de 4 km 500 mètres. On voit aussi des commerces qui ont été tagués avec beaucoup de revendications inscrites sur ces magasins, notamment à l'encontre de Bruno Retailleau, également d'Emmanuel Macron et aussi contre le Parti Socialiste. Beaucoup de messages avec énormément de monde encore aujourd'hui qui se rassemble et qui va retrouver cette place de la Nation. Beaucoup de messages revendicateurs. On échangeait tout à l'heure avec des organisations de syndicats américains, puisqu'il y a aussi un objectif dans cette manifestation, envoyer un message fort faisant écho notamment aux 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche contre la Trumpisation du monde et l'international réactionnaire qui se propage partout. C'est ce que nous disait un cadre de la CGT tout à l'heure. Vous l'avez dit, Marie-Aline, plus de 250 000 personnes ont manifesté partout en France selon la CGT. À titre de comparaison, c'était 210 000 l'an dernier. On attend maintenant les chiffres des autorités. Un autre chiffre que l'on peut vous donner aussi à 17h, 19 personnes ont été interpellées. C'est presque 3 fois moins par rapport à l'an dernier. Il y a encore des interpellations en cours. La manifestation qui se poursuit et donc des chiffres qui pourraient être encore un peu plus importants tout au long de cette arrivée. Et donc là, on se rapproche de cette place de la Nation dans une dizaine de minutes, Marie-Aline. Merci Brandon Warret en direct du cortège parisien avec Guillaume Colleoni. On poursuit notre débat sur cette France en crise. Un autre symbole, on parlait des défaillances d'entreprises, on peut aussi parler des salaires en baisse. Et on va voir avec vous, Christian de Boissieu, courbes et chiffres à l'appui, si il y a un coup d'arrêt justement sur ces salaires. Et on va également se demander si les Français sont prêts à travailler plus pour gagner plus. Et nous allons poser la question au chef d'entreprise et essayiste Denis Oliven qui nous a rejoint en direct. Bonsoir Denis Oliven, auteur de La France doit travailler plus et les Français être mieux payés aux éditions Albin Michel. Merci d'être avec nous dans ce grand dossier et à l'heure où les manifestations se poursuivent à Paris. D'abord, Christian de Boissieu, 3 infographies pour comprendre le malaise autour des salaires. Alors on a une première infographie sur les salaires en vert, c'est la courbe en vert, les salaires réels, qui n'ont pas encore rattrapé l'inflation en rouge. Depuis près de 5 ans, on voit l'écart est assez abyssal. Christian de Boissieu, est-ce que cette perte de pouvoir d'achat pourrait être rattrapée ? Elle a commencé à être rattrapée, mais elle a été très importante au moment où l'inflation s'est accélérée à partir de la fin 2021. La guerre en Ukraine a accéléré un phénomène qui avait démarré quelques mois avant. Je parle du rebond de l'inflation. Oui. Et donc, si vous prenez les années 2022-2023, clairement, les salaires ont été en retard par rapport à l'inflation. Ce qu'on appelle les salaires réels, c'est-à-dire les salaires hors inflation, ont baissé en France. Je parle en moyenne. Là, on a des chiffres moyens. Oh. À partir de 2024, le phénomène s'est modifié parce que l'inflation a commencé à baisser et les négociations salariales avaient été faites sur des hypothèses qui ont permis en 2024 de retrouver un peu de pouvoir d'achat du côté des salaires. Et cette année, si je prends les perspectives 2025, je dis perspectives parce que l'année est en cours, si vous prenez le dernier chiffre d'inflation pour avril en France 2025 par rapport à avril 2024, sur 12 mois, on est à 0,8, c'est-à-dire l'inflation est très basse, elle est inférieure à 1%, alors que les salaires ont été négociés pour 2025 sur une base supérieure. C'est-à-dire, je pense, pour raisonner
globalement, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Il faudrait raisonner, j'allais dire, petites, grandes entreprises, par secteur, etc. Je pense raisonnant globalement qu'en 2025, le pouvoir d'achat des salaires pris en moyenne devrait continuer à progresser. Alors, je résume. Les salariés, en termes de salaire réel, ont pas mal perdu en 2022-2023. Ils ont commencé à retrouver un peu en 2024, ça devrait se prolonger en 2025. Ça, je veux dire, arithmétiquement, on a l'impression que ça se compense à peu près, mais dans la vie, ça se compense pas. Je veux dire, ce qui est perdu est perdu, ce qui est gagné est gagné. C'est ça. Et je crois pas à l'hypothèse de compensation. Sont pas toujours les mêmes, etc. Voilà. Et donc, on est dans un contexte où je pense que et je vais rejoindre, j'imagine, pour l'avoir déjà entendu, ce que va dire Denis Oliven. C'est-à-dire qu'il y a quand même des marges de manœuvre. Je ne sais pas s'il faut dire du grain à moudre, mais il y a des marges de manœuvre du côté des salaires en France, pour parler globalement parlant. Eh bien justement, Denis Oliven, regardons ensemble, quand on compare la France à ses voisins sur la question du salaire moyen, la France est à la 9e place en Europe. Vous qui êtes attaché, qui avez travaillé sur la question du salaire, est-ce que c'est la preuve que nous sommes sous-payés en France? On est tout à droite, le drapeau français en tout petit sur l'écran, ça prouve qu'on est vraiment loin derrière sur la question du salaire moyen. Oui, mais ça tient à une particularité française. Ça n'est pas que les entreprises françaises soient plus radines que les autres, parce que la part du coût salarial dans l'économie est égale ou supérieure à ce qu'il est dans les autres pays d'Europe. En revanche, il y a une chose qui nous distingue, c'est que les prélèvements sur les revenus du travail, les cotisations et les impôts sont plus élevés que dans la plupart des pays européens. Autrement dit, entre ce qu'une entreprise paye et ce qui arrive dans la poche du salarié après cotisation et impôts, il y a un écart beaucoup plus important que celui de nos voisins. Et c'est ça notre problème principal. La façon dont on a financé notre modèle social, en l'asseyant principalement sur le travail, pose aujourd'hui un problème. Et ça se traduit, à mon sens, c'est un autre sujet mais qui est vital, par le fait que l'incitation à travailler pour cette rémunération qui est insuffisante est moindre qu'ailleurs. Et donc nous sommes moins nombreux à travailler. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. En Allemagne, c'est 5 Allemands sur 10. Cette différence entre les Allemands et nous, c'est 7 millions de travailleurs qui manquent dans la capacité de production de richesse de la France. Et ça explique une très large partie de nos problèmes. Ça explique que notre richesse, pour une part, que notre richesse nationale soit insuffisante, ça explique que nous ayons du mal à financer nos services publics, ça explique que nous ayons du mal à distribuer du pouvoir d'achat, donc ça explique une bonne partie de ce qui fait que la France est en colère. Denis Oliven, vous restez avec nous. Jean-Claude Maillet, je voyais réagir. Oui, non, mais je suis d'accord avec Denis Oliven sur le fait que l'on doit réfléchir au financement de système de protection sociale collective d'une manière générale. Notamment faire une distinction entre ce qu'on appelle le contributif. C'est quoi le contributif? C'est là, vous cotisez pour quelque chose qui demain, c'est du salaire différé, quoi. Typiquement, c'est la retraite, ou l'assurance chômage. C'est un système d'assurance. Bon. Donc ça qui doit être massivement financé par de la cotisation, qu'elle soit salariale ou patronale. In fine, en plan comptable, c'est la même, d'une manière ou d'une autre. Par contre, on doit réfléchir sur d'autres secteurs de protection sociale, tels que la maladie, tels que les allocations familiales, qui ne sont pas des secteurs contributifs, où c'est de la responsabilité de l'État d'une manière ou d'une autre. Donc, comment on peut diminuer certaines cotisations? Après, on regarde par quel type d'impôt on remplace. Certains disent TVA sociale, d'autres... Bon, ça se discute d'une manière ou d'une autre. Mais ça redonnerait, en tous les cas, y compris sur le plan salarial, comme le disait Christian, du grain à moudre. Ça donnerait du grain à moudre dans les branches et dans les entreprises. Et deuxième élément, les Français ne travaillent pas assez. Oui, notamment, l'un des problèmes, c'est que c'est au debout de l'omelette, quoi. Les Français ne travaillent pas assez. Non, mais ce qu'on dit... Pour un ancien syndicaliste, ça peut surprendre. Globalement, non, ça ne va pas surprendre, c'est que c'est au debout de l'omelette. C'est que les jeunes ne trouvent pas facilement du boulot et les seniors, on les vire. Voilà, donc c'est ces deux catégories-là. Si il y avait un taux d'emploi identique pour les seniors, par exemple, à ceux des autres pays, on réglerait en grande partie le problème des retraites, par exemple. J'embraye là-dessus et je reviens sur la notion, au fond, de salaire. Est-ce que les salaires sont suffisamment incitatifs pour pousser les gens à aller vers le travail ?
le sujet existe, mais il n'existe pas pour les seniors. Je veux dire, les seniors, je pense qu'ils voudraient travailler plus. Le taux d'emploi des seniors, Jean-Claude vient de le dire, est beaucoup plus bas. Si on avait les taux d'emploi des jeunes et des seniors comparables à nos voisins, on réglerait nos problèmes d'activité, on réglerait en partie nos problèmes de financement, à la fois budgétaires et sociaux, je veux dire, en grande partie. Alors, il ne suffit pas de dire ça, parce que si on suppose le problème réglé sans le régler, ça n'avance à rien. La question qui se pose, c'est de savoir comment, dans un pays comme la France, quelles mesures faut-il prendre pour avoir des taux d'emploi des jeunes et des taux d'emploi des seniors qui soient comparables aux autres. Et là, ça rejoint le débat sur les incitations, mais je répète, pas que les incitations. Sur les seniors, parenthèse, c'est pas un problème de salaire trop bas. Sur les seniors, c'est que pour l'entreprise, du point de vue de l'entreprise, parfois, les seniors, ils coûtent trop cher. Et les entreprises préfèrent les remplacer par des jeunes qui coûtent beaucoup moins cher. C'est aussi une partie du problème, ça. Alors, pour le gouvernement, rappelez-vous, la conférence de presse très didactique de François Bayrou. Les Français, en France, nous ne produisons pas suffisamment quand on regarde le PIB par habitant. Alors là, les courbes, elles sont tout petites parce qu'on a aussi toujours un œil sur la manifestation à Paris. Mais vous voyez, la France, elle est en rouge, vraiment juste au-dessus, en bleu, de la moyenne de l'Union européenne. C'est la dernière et nous, on est juste au-dessus. Ça veut dire qu'on est vraiment à la traîne et c'est ce qui explique que le chef du gouvernement estime qu'il faut travailler plus. Écoutons-le. La première explication est simple et pourtant trop souvent ignorée. Nous n'avons pas assez de ressources parce que notre pays ne produit pas assez. Nous manquons de ressources parce que nous ne produisons pas assez pour les créer. Les Français y sont prêts, 51% sont prêts à travailler plus, mais pour gagner plus. Ça nous rappelle évidemment le slogan de Nicolas Sarkozy en 2007. Denis Olivienne, 51%, c'est un peu plus d'un Français sur deux, c'est pas beaucoup. Qu'est-ce que ça dit du rapport des Français au travail ? Je reviens à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le problème n'est pas tellement de demander aux Français qui travaillent actuellement de travailler plus. Parce que quand on se compare aux autres pays européens, c'est pas là qu'est la différence significative. Et sans doute avons-nous fait une erreur depuis une quinzaine d'années ou une dizaine d'années de nous concentrer sur ce débat qui n'est pas le bon débat. Je le redis encore, et c'est la démonstration qui complétait celle du Premier ministre. Oui, en effet, nous avons un problème de richesse nationale. Songez qu'il y a 40 ans, on avait la même richesse nationale par habitant que les Allemands. Et aujourd'hui, nous sommes 15% en dessous. Ça veut dire que si nous avions la richesse nationale par habitant des Allemands, nous aurions 150 milliards de recettes publiques. En plus, tous les débats que nous avons aujourd'hui sur nos problèmes de déficit, d'impôts, etc., ne se poseraient pas. Donc, nous sommes décalés en termes de production de richesse, et quand on essaie de comprendre pourquoi, il y a deux raisons. La première, c'est une productivité insuffisante, c'est un sujet qui a beaucoup été évoqué, nos problèmes d'éducation, de formation, d'innovation, de recherche et de développement. Et l'autre problème, qui est que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Je le répète, nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Ça n'est pas que vous, moi et tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent ne travaillent pas assez. C'est que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. Tout à l'heure, Christian de Boissieu le disait, je le complète, il y a 3 secteurs sur lesquels nous ne travaillons pas assez, sur lesquels nous n'avons pas assez d'actifs. Les jeunes, si je nous compare à l'Allemagne, c'est principalement l'effet de l'alternance. Les seniors, 55-65 ans, et c'est principalement la date de départ en retraite qui explique cet écart. Et puis, les personnes au domicile, les femmes principalement, et c'est principalement le niveau de temps partiel qui explique cet écart. Donc, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut changer la donne ? Il faudrait qu'on travaille sur ces 3 sujets, l'alternance, les temps partiels, et puis le sujet délicat de l'âge de départ à la retraite. Mais il faut qu'on travaille en parallèle sur la question que j'évoquais, c'est-à-dire faire en sorte que le travail soit mieux rémunéré ou plutôt moins prélevé. Si on avait, pour prendre cet exemple, au moment de la réforme des retraites, dit aux Français, vous allez travailler 2 ans de plus, mais on va réduire significativement les cotisations qui pèsent sur vos emplois, et on va vous donner 1 mois de salaire en plus, par exemple, de salaire net, je pense que la question de la réforme
de la retraite aurait été différente. Donc aujourd'hui, les termes du débat sont posés. Nous devons être plus nombreux à travailler. C'est pas chacun travaille plus. Nous devons être plus nombreux à travailler. Il faut qu'on poursuive le débat et qu'on se demande comment on améliore la rémunération des travailleurs et comment on réduit les prélèvements sur le travail. Denis Oliven, vous restez avec nous et pour appuyer ce que vous dites, on peut regarder rapidement ce chiffre. La France au 2e rang européen derrière la Suède concernant les prélèvements sur les entreprises quand on compare avec nos voisins européens. Donc c'est un prélèvement qui pèse beaucoup. Les entreprises taxées à 28% en France. Vous voyez en jaune, il y a le drapeau français au-dessus. C'est 28% les taxes qui pèsent sur les entreprises contre 16% par exemple en Allemagne. Frédéric Dabi, vous voulez réagir ? Alors, par rapport à votre chiffre de 51%, alors c'est intéressant, est-ce que c'est des Français ou c'est des salariés ? Parce que puisque beaucoup de Français ne sont pas concernés, ça a été dit par Denis Oliven, sur le fait de ne pas travailler, ce qui est intéressant de voir, c'est le rapport des salariés au travailler plus. Travail, salaire, mais je rajouterais une troisième dimension, c'est le rapport au temps. Oui. En 2008, alors pleine époque de Nicolas Sarkozy, on avait une majorité nette de salariés français qui voulaient travailler plus, quitte à travailler plus longtemps, et plus longtemps dans l'entreprise. Ça s'est retourné dans les années 2020-2021, avec le Covid qui a joué le rôle d'accélérateur. Les Français, beaucoup de Français de salariés ont voulu avoir plus de temps, quitte à gagner un petit peu moins. Mais il y a une telle crispation, et je répondis sur ce qu'a dit Christian tout à l'heure, sur cette période 2022-2024, sur l'inflation, qui a même psychologiquement fragilisé beaucoup de Français. Beaucoup n'étaient pas habitués à l'inflation qu'on a connue dans les années 70-80. Celle de la crise financière 2008-2009 a été quand même relativement fugace et extrêmement légère. On revient à un travailler plus pour gagner plus, mais attention à ne pas voir le salariat comme un bloc monolithique. Il y a des différences selon les secteurs, selon la pénibilité des métiers. Oui, travailler plus dans le BTP, moi je veux bien, mais allons-y, faire ces travaux extrêmement pénibles, et selon les générations. Chez les plus jeunes, on est prêt, par exemple, c'est de la norme IFOP de climat social, à avoir un salaire inférieur de 10% si on travaille très près de chez soi. Voilà. Oui. Il y a aussi ce rapport au temps, ce rapport à l'articulation entre les sphères privées et les sphères professionnelles, qui fait que dire on veut travailler plus, ça mérite nuance sur la cartographie du salariat français, sachant que ça sera absolument fondamental pour 2027, si on se place sur un plan plus politique. On peut perdre une élection présidentielle en ayant le vote des retraités. C'était le cas de Giscard en 80 ou Nicolas Sarkozy en 2012. On ne peut pas gagner aujourd'hui une présidentielle sans avoir la France du travail, la France du salariat, qui aujourd'hui penche quand même assez fortement au Front National. Arlette. Oui, le rapport au travail joue. On parle beaucoup des professions médicales et on voit bien à quel point, du côté par exemple des médecins, le rapport au travail a totalement changé. C'est-à-dire que autrefois les médecins travaillaient très longtemps. C'est une profession qui s'est féminisée et aujourd'hui les médecins ne veulent plus recevoir des patients jusqu'à 20h, travailler tous les samedis de la même heure et partir la nuit au chevet d'un malade. Donc, si bien quand un médecin part à la retraite, on dit qu'aujourd'hui il en faut 2, voire 3 pour compenser le temps de travail. Donc il y a un rapport aussi au travail qui effectivement a changé dans toutes les professions. Cela dit, sur le fait que les jeunes entrent tard sur le marché du travail et que les seniors, à l'inverse, en partent trop tôt, ça fait quand même une trentaine d'années qu'on a fait cette analyse en France et que là, il y a en ce moment cette discussion, ce conclave sur les retraites, et un des sujets reste aussi le travail des seniors et comment les conserver plus longtemps ou leur permettre de partir en douceur avec des possibilités de travailler moins mais de rester plus longtemps au travail. Donc c'est quand même des sujets sur lesquels on n'arrive pas vraiment à progresser. C'est ça qui est assez étonnant. Il y a des petites progressions, mais globalement, on n'arrive pas à traiter ces gros sujets. Je prends 2 points. Premièrement, sur des métiers en tension comme les hôtels-restaurants. Quand on interrogeait les serveurs dans les cafés-restaurants et les raisons pour lesquelles ils partaient, ne voulaient pas retrouver quelque chose, il n'y avait pas uniquement la question des salaires. Il y avait la question de l'éloignement, la mobilité qu'évoquait Frédéric, qui joue un rôle très important. Les conditions de travail, de manière générale, dans lesquelles les salaires sont un élément important, mais pas le seul. Deuxièmement, Denis Oliven parlait à juste titre de l'alternance. Je suis inquiet
de la réforme qu'on est en train de faire de l'apprentissage. Parce que en tant que prof, moi, ça m'arrive d'enseigner devant des publics en alternance, et c'est une chance pour les jeunes de pouvoir à la fois faire des études et être dans une entreprise en alternance. Je ne voudrais pas qu'on remette ça en cause, et on est en train, j'ai l'impression, de le remettre en cause pour des raisons, comme d'habitude, des raisons de financement. Est-ce qu'au lieu de travailler plus, il ne faudrait pas travailler mieux ? Denis Oliven, il y a ce chiffre qui nous a interpellés en préparant l'émission, les dépressions liées au travail. La France est sur la première marche du podium en Europe, avec un chiffre qui parle, quand on estime le coût pour 100 000 travailleurs, le coût de la dépression, eh bien la France arrive en tête avec 32 millions d'euros. Denis Oliven. Il y a très certainement des efforts à faire et il y a beaucoup d'analyses qui montrent que les conditions de l'exercice du travail en France ne sont pas les meilleures d'Europe. On sait aussi qu'on a un taux d'accident du travail très élevé, un taux de maladies professionnelles élevé, etc. etc. C'est vrai. Mais je reviens quand même au point qui me paraît fondamental. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas traiter ça. Mais il y a eu, par exemple, une étude du laboratoire d'économie de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, il n'y a pas si longtemps, qui a interrogé des milliers de salariés en France et qui leur a posé 8 ou 9 questions, je ne sais plus, dans lesquelles chaque fois il y a un choix entre vous préférez plus de responsabilité ou plus de salaire ? Vous préférez plus de liberté ou plus de salaire ? Vous préférez plus de visibilité ou plus de salaire ? Etc., etc. Et à chaque fois, la question du salaire l'emporte avec un score qui est entre 60 et 95%. Et ça, c'est une particularité française. Donc je reviens à ce point, je ne dis pas que les autres sont négligeables, mais je pense qu'une bonne partie du plaisir des salariés dans leur travail s'explique aujourd'hui, ou du déplaisir s'explique par le trop faible niveau de rémunération. Et c'est vrai en particulier des jeunes, parce que les jeunes sont les premiers entrants sur le marché du travail, donc ceux sur lesquels le niveau de rémunération est le plus faible. Et franchement, ce n'est pas facile de vivre dans les conditions de rémunération qui sont proposées aux jeunes. Donc si on ne s'attelle pas à cette question, si on ne se pose pas la question aujourd'hui d'alléger ce qui pèse sur le revenu du travail pour permettre d'augmenter le salaire qui tombe dans la poche des salariés, je ne pense pas qu'on fera progrès. Songez qu'il faut qu'on sache, à partir du mercredi midi, nous travaillons pour financer le collectif. C'est-à-dire que ce que nous recevons de notre entreprise va dans les cotisations ou va dans les impôts. Ça, c'est une réalité qui distingue la France des autres. Alors, ça n'efface pas les autres problèmes, ça n'efface pas les problèmes de qualité du travail qu'on doit traiter, mais c'est très largement prioritaire. Les autres problèmes sont de rang 2 par rapport à celui-là, en tout cas quand on se compare aux autres pays européens. Mais vous avez raison, Denis Oliven, les sondages sont très clairs. Quand on demande quelle est la priorité pour les Français au travail, c'est le niveau de salaire. Christian de Boissieu et ensuite Jean-Claude Mailly. Un mot. Vous avez montré des graphiques sur la production et j'ai cru voir des éléments qui permettaient de déboucher sur la productivité. On peut peut-être le remettre alors. La productivité qui est pas terrible en France, qui est basse, même par rapport à certains de nos voisins européens. La manière d'augmenter les salaires, c'est d'améliorer la productivité. Oui. Parce qu'il y a un lien entre salaire et productivité. On ne le dit pas assez, et je me permets de le rappeler. Jean-Claude Mailly. Oui, juste sur la productivité, et n'oublions pas que l'économie française aujourd'hui, malheureusement, a moins d'industrie et plus de services. Et la productivité est plus faible dans les services que dans l'industrie. Donc globalement, ça donne un taux de productivité plus faible. Il ne faut jamais oublier ça, d'une manière ou d'une autre, sur le plan économique. Après, je voudrais rappeler quand même qu'au moins chez les salariés, la durée effective du travail, c'est réel du travail, elle est au-dessus de 35 heures. Et toujours, je crois, 37 heures et quelques aujourd'hui. Dans le réel, les salariés français travaillent plus que 35 heures d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a effectivement un problème salarial qui n'est pas nouveau, mais qui s'est encristé, et puis que l'inflation, à juste titre, y compris en termes de sentiments, moi j'ai vu quand l'inflation a commencé, comme le disait Christian, il y a eu un retard au début dans les salaires. Après, on a réappris à faire ce qui n'existait plus. Même les DRH ne savaient plus faire. C'est plusieurs réunions par an, parce qu'on ajuste au
cours d'année, ce qui se faisait dans les années 70-80 régulièrement, les DRH ont redécouvert qu'il fallait parfois faire plusieurs réunions par an pour ajuster les salaires à l'inflation, et que ça c'est resté un peu après, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a un vrai problème aussi, sur le problème de la santé des travailleurs au travail d'une manière générale, mais c'est pas que les travailleurs. Regardez chez les jeunes générations, le taux de problèmes psychologiques ou de déprime est passé de 25 à 40%, ce qui n'est pas anodin. Et il y a une vraie volonté aussi de rééquilibrage vie professionnelle, vie privée. Alors chacun voit ça à sa fenêtre, c'est une évidence. Aujourd'hui, par exemple, beaucoup de jeunes réclament à revenir au boulot, par rapport au télétravail, réclament à revenir. On voit très bien que tout ce qui a été fait, notamment accéléré pendant la crise sanitaire, ce qu'on appelle les flex-bureaux, vous savez, ces plateaux, etc., c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, les gens n'en veulent plus, etc. Il faut tout réadapter. Donc il y a un besoin de responsabilité, d'être respecté, de dignité, si vous voulez, au travail, mais aussi d'autonomie. On a envie d'être plus autonome dans le travail. Il faut que, y compris dans les entreprises, il n'y a pas qu'une hiérarchie verticale, il y a une hiérarchie, il y a des relations horizontales qu'il faut savoir faire. Et c'est un ensemble. Il y a le problème salarial, mais il y a aussi les conditions de travail. Alors que les manifestations, vous le voyez, à Paris se poursuivent, et on a parlé de quelques incidents en marge du cortège avec un face-à-face entre les forces de l'ordre et quelques individus, pour la plupart masqués. Je voudrais parler de ce sondage qui illustre en partie cette crise, en tout cas l'inquiétude des Français pour l'emploi. Quand on demande aux Français s'ils sont confiants dans l'avenir, 79% répondent qu'ils sont inquiets de l'avenir, de la situation de leur emploi, et 56% pensent que retrouver un emploi serait difficile. Est-ce qu'ils ont raison? Écoutez, moi, en tout cas, je suis dans les 79%. C'est vrai? Parce que je pense que, je l'ai dit, compte tenu de la faible croissance que nous avons dans le tuyau, je pense que malheureusement, le chômage va augmenter. Alors, on part d'un niveau qui est de 7,3%. Taux de chômage, on a connu pendant des années des niveaux beaucoup plus élevés. Mais je veux dire par là que vous vous souvenez de l'engagement de M. Macron en disant le plein emploi qui définissait comme 5% de chômage à la fin de son deuxième mandat en 2027. Je pense qu'on n'est plus dans ce scénario-là. C'est-à-dire qu'on va passer par une phase d'augmentation du chômage. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense que la montée du chômage peut durer pendant l'essentiel de l'année 2025, que le contexte international, alors ce n'était pas notre sujet de ce soir, mais c'est quand même la toile de fond, excusez-moi de le dire, que le contexte international n'est pas très favorable ni à la croissance, ni à la coopération, ni à l'emploi, et donc maintenant, 2025 sera peut-être une année, je ne sais pas s'il faut dire perdue, mais en tout cas pas terrible pour la croissance et pour l'emploi, et il faut essayer de voir le genre de mesures qu'on pourrait prendre pour avoir un impact pour 2026 compte tenu des délais d'action. Oui, dans les enquêtes de l'IFOP analogues, les inquiétudes les plus fortes sur la situation du travail dans son entreprise et son propre travail, c'est sans surprise les catégories charnières. Les 25-34 ans, la génération de l'insertion qui peine à s'insérer, même en période où l'emploi allait bien et ça va sans doute se dégrader, et les fameux 50-64 ans qui constituent la catégorie qui se vit comme maudite, c'est celle qui est concernée en premier par la réforme des retraites, c'est celle qui est, on l'a dit, plus poussée que la moyenne à la sortie des entreprises, celle qui épargne moins et celle qui aide à la fois ses enfants et qui est souvent aidante pour ses parents. Et d'un point de vue électoral, aujourd'hui, la catégorie qui vote le plus Rassemblement national, c'est les 50-64 ans. On est peut-être à l'aube d'un basculement sur le rapport au travail et à l'emploi. C'était une préoccupation qui s'était évaporée. Avec tous ces plans sociaux, avec cette inquiétude, peut-être que les choses vont changer. On va peut-être retrouver une campagne présidentielle classique, alors je ne vais pas remonter à 80 ou 95, où la question du chômage va être un moment très important dans la distinction entre les offres programmatiques des différentes candidates et candidats. Arlette. Oui, puis il faudra un vrai débat, parce qu'on évoquait le financement de la protection sociale, on en parle beaucoup sur les plateaux, on en parle beaucoup entre nous, et il n'y a pas beaucoup de débats finalement dans la sphère politique. Et ça, effectivement, les différentes options ne peuvent être tranchées que lors d'une élection présidentielle. Et là, on voit à quel point c'est vrai que la dernière, sans débat, effectivement, aujourd'hui, on mesure un peu les conséquences. Donc, 2027, ce sera le moment, pas évidemment en ce moment, compte tenu de la situation politique extrêmement instable, mais tous ces sujets fondamentaux
vont entrer petit à petit dans le débat et ce sera aux Français de les trancher, à moins que le président de la République utilise un référendum dans les mois qui viennent pour trancher une de ces questions. On va faire un détour place de la Nation pour retrouver Brandon Waret dans le cortège. Vous nous avez parlé des premières tensions dans ce cortège. Là, on voit ces fumigènes qui sont brandis par certains manifestants. Racontez-nous. Oui, Marie-Aline, ce sont des membres de la CGT Cheminots qui, depuis tout à l'heure, effectivement, présentent des fumigènes sur cette place de la Nation. On les suit depuis, à vrai dire, 14 heures. Des fumigènes, on en voit énormément par certaines personnes qui revendiquent en fait des réponses de la part du gouvernement. On les entend notamment faire exploser des pétards devant ce camion. Vous voyez à l'instant, ils appellent à un rassemblement et on voit de plus en plus de personnes se réunir. Donc cette place de la Nation, la manifestation qui se termine tout doucement. Beaucoup de monde rassemblé sur cette place depuis tout à l'heure. Un chiffre que l'on peut vous donner, Marie-Aline, à 17h30, 29 personnes ont été interpellées. Les forces de l'ordre qui quadrillent toujours cette place depuis tout à l'heure. 29 personnes. Alors par rapport à l'an dernier, toujours sur cette manifestation entre la place de la République et la place de la Nation, c'est 2 fois moins. Et donc on a ces syndicats qui sont rassemblés, beaucoup de jeunes aussi réunis depuis tout à l'heure. Donc, et là, vous voyez toujours ces fumigènes. On se rassemble énormément avec beaucoup de drapeaux notamment et des syndicats qui arrivent tout doucement pour terminer cette manifestation du 1er mai, Marie-Aline. Merci Brandon Waret avec Guillaume Coléoni. 29 interpellations sur 100 000 manifestants à Paris selon la CGT, précisons-le. Jean-Claude Mailly, j'avais envie de vous entendre sur cette inquiétude des Français sur leur avenir et sur ces 56% de sondés qui pensent que retrouver un emploi sera difficile. Oui, mais vous savez, dans une période où l'inquiétude est largement partagée, tant pour des raisons nationales, y compris politiques, que pour des raisons internationales, les entreprises n'investissent pas, les gens consomment moins, quand ils peuvent, ils épargnent, etc. Et c'est logique, et j'ai toujours pensé que le peuple français globalement était un peuple très politique. Donc il sent les choses d'une manière ou d'une autre. Après, ce qu'il fait, c'est autre chose. Mais alors après, si on veut être optimiste, c'est un peu comme les Chinois. Vous savez, en chinois, le mot crise, c'est ou danger ou opportunité. Alors si on veut pas que ce soit une crise, faisons tout pour que ce soit une opportunité, tant au plan national qu'au plan européen. Christian de Boissieu. Arlette appelait tout à l'heure à des vrais débats sur les vrais sujets. Oui. D'abord, je crains qu'on passe à côté, une fois de plus. Il faut toujours espérer, je ne suis pas totalement désespéré. J'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt vers à moitié plein. Bon, j'essaye. Deuxièmement, quand je vois les débats qui sont ouverts sur la question des 40 milliards d'euros à trouver, côté budgétaire, je n'ai pas l'impression qu'on ouvre ni les réformes de structure, ni les vrais débats. On ouvre des approches très partielles qui me font plutôt penser à du bricolage. Oui, mais je dis que ça ne peut être globalement tranché que lors d'une élection. C'est un rendez-vous. Les Français sont amenés effectivement à choisir un programme, un président pour appliquer effectivement des mesures qu'ils approuvent. Et pas en ce moment, c'est absolument impossible d'avoir ce genre de débat. Oui, d'autant plus qu'Arlette le disait, il y a une frustration terrible sur la campagne de 2022 qui a été phagocytée par le Covid, percutée par la guerre en Ukraine. Et je vais être optimiste. Souvent, la campagne présidentielle est un moment de clarification, un moment de distinction entre des offres programmatiques. En 2017, il y a quand même eu des beaux débats, notamment sur TF1, le débat à 5 candidats qui avait permis notamment à Jean-Luc Mélenchon de se révéler par rapport à Benoît Hamon. Il faut espérer, en tout cas, il y a une vraie attente des Français parce que dans ce contexte d'éclipse du politique, il y a le sentiment, à tort ou à raison, mais c'est une perception, que les politiques ne parlent plus aux Français. Je parle bien des politiques à l'échelle nationale, c'est pas du tout le cas à l'échelle locale. En un mot, Christian de Boissieu, pourquoi on a autant de mal avec ces réformes structurelles ? Parce qu'on ne les fait pas, parce qu'on fait pas on n'a jamais vraiment fait la pédagogie des réformes structurelles. Pourquoi faire ça ? On a toujours privilégié plus le comment que le pourquoi. Et donc les gens ne comprennent pas, et je comprends qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils ne voient pas de perspective. D'autre part, le court-termisme. Il n'y a pas que les marchés financiers qui soient court-termistes. Les politiques le sont également. On pouvait se dire, quand un gouvernement arrive après une élection présidentielle, un nouveau gouvernement, on va avoir un horizon de gestion, etc., pour se projeter dans le moyen et long terme. Ça dure 6 mois, ça dure 9 mois, on revient au court terme, très vite, pour des raisons ou pour une autre. Et j'ajoute, par rapport à la présidentielle, cher Frédéric, que
je me demande, compte tenu du contexte international, parce que 2027, c'est quand même pas perpète, hein, c'est bientôt. 2 ans, c'est demain. Bon, je me demande si le débat de 2027 ne sera pas un débat aussi sur l'ouverture, la mondialisation. C'est évident. Bon, compte tenu du contexte international. On en parlera évidemment sur LCI avec vous. Évidemment, on va revenir sur cette image sur LCI, cette image qui a marqué cette manifestation à Paris, celle de Jérôme Gage, qui a été pris à partie par certains manifestants. Il a été pris pour cible. Il a reçu des projectiles. David Pujadas, dans 24 heures, y reviendra notamment avec ses invités. À tout de suite.